sommaire de cette édition, 10 candidatures, dont celle du président sortant Alassane Ouattara, ont été validées ce mercredi par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 22 dossiers non recevables et 1 non éligible. En Égypte, une brillante lycéenne est devenue malgré elle une icône de la lutte contre la corruption. Elle mène un combat pour prouver que ses copies au baccalauréat ont été échangées contre celles du rejeton d'un haut responsable. Enfin, Kinshasa abrite depuis le début de cette semaine le Festival international de musique Les Francopholies. Une centaine de musiciens congolais et étrangers participent à ce festival qui se tient pour la première fois sur le sol africain. L'information est de retour sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par le Kenya. L'achat par des responsables locaux de 10 brouettes a provoqué un tollé général au sein de la population qui dénonce la corruption qui sévit dans le pays. Les fonctionnaires de la localité de Bengoma, située dans l'ouest du pays, ont déboursé la somme exorbitante de plus d'1 million de shillings, soit 9 300 €, ce qui représente 30 fois le prix du marché, et de quoi acheter une petite voiture d'occasion pour acquérir les 10 brouettes en question. Pour exprimer leur mécontentement, les populations ont manifesté dans des brouettes devant les locaux du gouvernement dans cette localité. Elles exigent qu'une inspection approfondie soit menée et des responsables renvoyés. Précisons que dans l'indice de perception de la corruption 2014 de l'ONG Transparency International, le Kenya est classé 145e sur 174 pays, derrière le Nigeria. D'un fait de corruption à un autre, en Égypte, une brillante lycéenne est devenue, malgré elle, une icône de la lutte contre la corruption dans son pays. Elle mène depuis quelques semaines un combat acharné pour prouver que ses copies aux examens de baccalauréat ont été échangées contre celles d'un rejeton d'un haut responsable. Des précisions dans ce reportage. Fille d'un petit instituteur d'un village pauvre de la province de Minya, à 240 km au sud du Caire, Mariam Malak dénonce avec une détermination impressionnante une falsification de ses résultats qui lui a valu un 0 à toutes ses épreuves au baccalauréat. Cette élève prometteuse avait obtenu une note globale de plus de 97 sur 100 aux examens des 2 précédentes années de lycée. Son combat, son visage, à la fois grave et enfantin, ses larmes sur un plateau de télévision font le tour des réseaux sociaux. Ses avocats pensent que ces copies ont été troquées contre celles de l'enfant de quelqu'un d'important. Une thèse crédible dans un pays où les examens sont marqués par des scandales au sein d'un système d'éducation où la corruption favorise la progéniture de grandes familles moyennant des bakiches. Depuis l'annonce de ses résultats à la mi-juillet, la lycéenne ne fléchit pas. Elle avait porté plainte auprès du ministère de l'Éducation, puis devant le parquet lorsque le ministère a rejeté sa plainte. Des experts en graphologie à Asséout, dans le sud, ont alors été chargés de comparer son écriture à celle de ses prétendues copies. Leur rapport les a jugés identiques et l'affaire a été classée. Nous attendons le rapport médico-légal. S'il est en notre faveur, tant mieux. Sinon, nous allons continuer. Nous avons des droits et nous allons les faire respecter. Ce n'étaient pas les papiers de Mariam. Ce n'était pas son écriture. Je représente tous ceux qui connaissent l'injustice. Si je fais valoir mes droits dans mon pays, d'autres gens auront confiance en leur capacité à faire de même dans leur pays aussi. L'Égypte reste un pays miné par la corruption jusqu'au sommet de l'État. Le ministre de l'Agriculture vient d'être arrêté pour une vaste affaire de pots de vin il y a quelques jours. En Côte d'Ivoire, à présent, 10 candidatures, dont celle du président sortant, Alassane Ouattara, ont été validées ce mercredi par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. L'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, Pascal Affi-N'Guessan, candidat du Front populaire ivoirien, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, seront également présents au scrutin, selon la liste lue par le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné. Le Conseil a donc finalement écarté 23 des 33 dossiers. 22 sont déclarés non recevables et 1 non éligible. Précisons que selon certains observateurs, le chef de l'État sortant par favori pour ce scrutin, mais ses opposants les plus virulents ont appelé à manifester avant même l'annonce de la liste des candidatures retenues par le Conseil constitutionnel. Ils estimaient que le Conseil devrait invalider la candidature d'Alassane Ouattara, brandissant
obéissant l'article 35 de la Constitution qui stipule qu'un candidat à la présidentielle doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. En Guinée-Bissau, à présent, le nouveau Premier ministre, le tout nouveau, Bachirou Dia, dont le gouvernement a été investi lundi dernier, a annoncé ce mercredi sa démission. Cette décision fait suite à l'invalidation de sa nomination par la Cour suprême de ce pays. Ce nouvel épisode replonge le pays dans la crise politique déclenchée par la destitution par le président José Mario Vaz de son ancien Premier ministre Domingos Pereira pour cause de crise de confiance au sommet de l'État. Au Nigeria, à présent, l'état-major de l'armée a interdit l'usage des chevaux dans l'état de Borno. Cette annonce, qui a été faite par le porte-parole de l'armée à Maïdougouri, suscite des réactions au sein de la population. Je vous invite ici à suivre quelques-unes de ces réactions dans ce reportage de notre correspondant au Nigeria. L'état-major de l'armée nigériane a interdit l'usage des chevaux dans l'état de Borno. Annonce faite par le porte-parole de l'armée détaché à Maidougouri, le colonel Tukur Gusau. Les éléments de Boko Haram en perte de vitesse utilisent ces animaux pour mener des attaques meurtrières dans les villages de l'État. Une décision qui a reçu le consentement de toute la population qui ne demande que la paix. Les chevaux constituent un signe d'appartenance sociale chez les Maoris ou les Beriberi. Au Nigeria, surtout dans la partie nord, ça va. Nous constatons les efforts de l'armée dans cette lutte contre Boko Haram. Interdire l'usage des chevaux, on n'a vraiment pas le choix. À pied, vous n'êtes pas en sécurité à Maidougouri, à plus forte raison à cheval. Notre inquiétude, à quand la fin de toutes ces restrictions? Que vous soyez musulman ou chrétien, on n'a pas de cœur tranquille. C'est à noter que les activités économiques ont repris timidement dans certaines localités du nord Nigeria. C'est une évidence. On constate une reprise timide des activités. Vous savez, la peur réside encore. On ne peut que féliciter les autorités. Nous souhaitons que les choses redeviennent comme auparavant. L'interdiction d'utiliser les chevaux comme moyen de déplacement dans l'état de Borno, une stratégie de l'armée pour mettre fin aux différentes attaques du groupe armé Boko Haram, entre autres, et pouvoir couper leur voie de ravitaillement. La page culture dans cette édition. À présent, le Festival international de musique, les Francopholies, se déroule pour la première fois sur le sol africain. Cette semaine, c'est Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui a accueilli une centaine de musiciens congolais et étrangers participant à ce festival. Le reportage. En organisant la première édition des Francopholies africaines à Kinshasa, au Congo, l'idée principale, c'est de faire d'abord la promotion des artistes congolais, déclare Stephens, en justifiant la programmation majoritairement congolaise du festival. Les Francopholies de Kinshasa se sont ouvertes lundi soir avec plusieurs concerts dans l'espace confiné du centre Wallonie-Bruxelles. Elles doivent se poursuivre jusqu'à dimanche dans plusieurs lieux de représentation et font la part belle à des chanteurs et musiciens reconnus comme Papa Wemba, Fali Ipupa, Djibé Mpiana, Ferré, Gola, les Suisses légales, mais aussi d'autres jeunes talents. Quelques artistes étrangers ont néanmoins répondu à l'invitation, dont les rappeurs français La Fouine et Soprano, ainsi que les chanteurs belges Philippe Lafontaine et Noamoud. Selon les organisateurs, le choix de Kinshasa parmi d'autres villes africaines pour l'organisation de l'édition continentale des Francopholies a été dicté suite à son statut officieux de capitale de la musique en Afrique et de son imparable sens de la fête. Le groupe est plus connu dans le pays, mais pas partout dans le monde. Alors, des occasions pareilles, une saisition pour qu'il y ait... parce qu'il y a Mondovision, et nous voulons être connus même ailleurs qu'il existe un groupe de femmes en RDC. En République démocratique du Congo, le label Francophonie est porté par sa branche belge et l'expérience du festival devrait se poursuivre dans le pays sur une période de 10 ans. Prévue initialement pour septembre 2014, la première édition avait été annulée dans un climat de psychose à propos d'Ebola au moment de la résurgence de cette fièvre hémorragique dans une zone reculée de la RDC, alors que la maladie tuait des milliers de personnes en Afrique de l'Ouest. Rapidement circonscrite, l'épidémie congolaise a coûté la vie à tout au moins 49 personnes.
Un peu de sport à présent. En Centrafrique, l'on mise désormais sur des activités qui visent à ramener la paix et la cohésion sociale au sein des 8 arrondissements de la capitale Bangui. Un tournoi de football a réuni les écoles du 4e arrondissement de la capitale. Voici le reportage de Hubert Marie Diamani, le correspondant de Sika en Centrafrique. Le tournoi inter-école de foot du 4e arrondissement illustre la volonté des organisateurs de mobiliser les populations autour de la thématique paix et cohésion sociale. Dans cette localité, théâtre de nombreux cas de violence, les grandes finales, cadets et minimes, ouvrent à la communauté locale des lendemains apaisés. Et nous avons voulu organiser ce tournoi pour passer à travers le football, pour lancer un message derrière cette activité. Dans cette activité, à son sens, c'est-à-dire on cherche le vivre ensemble et le cohésion sociale dans le 4e arrondissement. De nombreux invités ont répondu à l'appel du comité d'organisation. Ils manifestent ainsi leur volonté de contribuer à la consolidation de la paix dans leur arrondissement. Vraiment, les jeunes nous font beaucoup de choses. Ils nous démontrent vraiment leur détermination, vraiment à amener et apporter vraiment la paix dans le 4e. Je suis vraiment très ému du comportement des enfants sur le terrain. Vraiment, ils jouent vraiment très bien. Le tournoi organisé par l'Association des écoles foot du 4e arrondissement est soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement NUD. Je pense qu'ici, quand vous regardez tout le monde, personne ne cherche à savoir qui vient d'où, quelle est sa religion, quelle est sa communauté. On est juste réunis, rassemblés autour du football et c'est ça les valeurs du sport. Sensibiliser les jeunes afin de les impliquer dans le processus de retour de la paix dans le 4e arrondissement, c'est la volonté affichée par tous les partenaires du projet. Le lycée Bokanda se trouve dans le 4e arrondissement. Et par rapport à tout ce qui se passe depuis les événements, vous savez que le lycée Bokanda a connu beaucoup d'actes de vandalisme. Et par rapport à ce jeu, nous sommes très contents de recevoir ces jeunes qui sont venus jouer au nom de la cohésion sociale. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour amener la paix dans le pays. En cherchant à élever les valeurs de la paix dans l'esprit des jeunes par la pratique du sport, les organisateurs veulent incontestablement enraciner le vivre ensemble dans la société. Le taux de mortalité infantile dans le monde a été divisé par 2 en un quart de siècle seulement. Seuls 62 pays sur 195 ont atteint les objectifs fixés par les Nations Unies dans ce domaine. C'est du moins ce qui ressort des chiffres diffusés ce mercredi par les Nations Unies. Des précisions ici dans ce reportage. Une étude statistique réalisée par l'OMS et l'UNICEF démontre que la mortalité infantile mondiale a connu une baisse, passant de 12,7 millions en 1990 à 5,9 millions en 2015. Des résultats obtenus grâce aux progrès remarquables qui ont amélioré la survie des enfants ces 25 dernières années. Période au cours de laquelle la mortalité globale des enfants de moins de 5 ans a été réduite de 53%. Mais malgré ces avancées, de nombreux pays estiment que la cible fixée dans le cadre des objectifs du millénaire n'a pas été atteinte. Pour l'Organisation des Nations Unies, nombre de ces décès auraient pu être évités si les efforts se concentraient sur des régions clés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est où les taux de mortalité infantile sont les plus élevés. En effet, un enfant sur 12 meurt en Afrique subsaharienne avant ses 5 ans. À l'origine de ces décès, la malnutrition, la prématurité, les complications liées à l'accouchement, les diarrhées, les septicémies et le paludisme. Pour pallier cette situation, de nouveaux objectifs appelés objectifs de développement durable ont été adoptés pour 2030. C'était le journal. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau point de l'actualité sur le continent africain et dans le monde entier. Portez-vous bien.